Les premiers signaux d'alerte ne sont pas arrivés avec des éclairs, mais comme des murmures inquiétants sur des tableaux de bord américains, retard soudain dans les ports atlantiques, variations étranges des contrats à terme sur les céréales, silence gêné lors des briefings à Washington. Pendant que l'Occident découvrait sa propre fragilité, une scène totalement différente se dessinait au Burkina Faso. Des camions gouvernementaux traversaient les plaines poussiéreuses, chargés non pas d'importations coûteuses, mais d'une récolte que les familles africaines protègent depuis des générations. Une récolte qui survit au temps, à la chaleur, aux crises, la citrouille. En 2025, le pays augmenta sa capacité de stockage de près de 90%, révélant un bouclier alimentaire inattendu. Et voici le motif qui guidera tout ce récit. Un fil rouge répété 3 fois. La souveraineté ne naît pas du bruit, elle commence dans le silence, avance dans la poussière et éclate comme une vérité que nul ne peut ignorer. Si cette histoire mérite d'être écoutée jusqu'au bout, ce n'est pas parce qu'elle parle seulement de citrouilles alignées dans des entrepôts, mais parce qu'elle touche à quelque chose de profond et de personnel, la peur de manquer. Aux États-Unis, des sénateurs s'inquiètent de nouvelles turbulences commerciales, de maillons fragiles dans les chaînes d'approvisionnement, de hausses de prix qui frappent d'abord les familles modestes. En face, au Burkina Faso, des villages entiers regardent ces mêmes signaux avec un autre état d'esprit. Non plus l'angoisse, mais la préparation. Quand un pays enclavé construit une capacité de stockage de courges supérieure de près de 90% à celle de ses voisins, ce n'est plus une politique agricole, c'est une stratégie de survie. Pour un agriculteur de Yako ou de Kaya, cela veut dire moins de jours de faim entre 2 saisons. Pour l'Afrique de l'Ouest, cela signifie qu'un choc commercial ne se traduit plus automatiquement par des files d'attente devant l'aide alimentaire. Et, en filigrane, se dessine une idée qui concerne chaque Africain et chaque observateur des Burkina Faso News. Que se passe-t-il quand un État jadis jugé vulnérable devient moins exposé au chantage des crises? Micro-hook. Un détail clé du rapport sur ces 90% n'a jamais été expliqué au public. Mais pour comprendre pourquoi ce détail change tout, il faut d'abord revenir à l'ordre ancien que cette politique est en train de fissurer. Avant que le Burkina Faso ne bâtisse ce surprenant rempart alimentaire, l'ordre ancien reposait sur 3 piliers fragiles que toute l'Afrique de l'Ouest connaissait trop bien. Sur le plan politique, les États sahéliens dépendaient depuis des décennies d'aides extérieures qui se matérialisaient en cargaisons de blé, de riz ou de farine, créant une habitude dangereuse: attendre que les ports côtiers ouvrent leurs portes pour espérer traverser la saison sèche. Sur le plan économique, jusqu'à 35% des récoltes disparaissaient chaque année à cause de la chaleur et du manque de stockage, transformant les marchés locaux en lieux d'incertitude où les prix fluctuaient comme des marées imprévisibles. Et sur le plan sécuritaire, chaque ralentissement commercial, qu'il soit dû à une crise mondiale, un conflit maritime ou une pénurie d'intrants, devenait immédiatement une menace intérieure. Car la fin n'attend jamais les négociations diplomatiques. Des images silencieuses racontent cette époque mieux que n'importe quel rapport, des villages où les stocks de sorgho s'effritent sous la chaleur, des femmes surveillant des citrouilles conservées sous l'argile comme si elles veillaient sur une histoire ancienne, des chauffeurs de camions immobiles aux frontières tandis que les greniers se vident. Cette vulnérabilité était si profonde que même un léger retard portuaire au Ghana ou en Côte d'Ivoire pouvait provoquer des semaines de pénurie en zone sahélienne. Et puis, alors que les anciennes certitudes s'effritaient, une conviction nouvelle cherchait son chemin au milieu des doutes, des rapports techniques et des saisons difficiles. À ce moment précis, presque naturellement, ils se tournèrent vers Traoré. Lorsque les premiers rapports du ministère de l'Agriculture révélèrent l'ampleur réelle de la vulnérabilité alimentaire régionale, Ibrahim Traoré se retrouva face à 2 chemins radicalement opposés. Le premier, celui que conseillaient nombre de technocrates et de partenaires étrangers, consistait à continuer de dépendre des importations, accepter que le blé traverse les océans, que le riz reste prisonnier de ports encombrés et que chaque crise mondiale devienne une crise burkinabé. C'était la voie du raisonnable, la voie de l'habitude, la voie où l'Afrique attend et subit. Le second chemin était rude, risqué, presque provocateur dans un contexte sahélien. Bâtir une autonomie alimentaire fondée non sur les marchés internationaux, mais sur une ressource locale, robuste, éprouvée par l'histoire, la citrouille. Ce choix exigeait des investissements lourds, une réorganisation nationale et une possible irritation des partenaires qui voyaient dans cette stratégie un pas vers la souveraineté réelle. Mais Traoré comprit une chose essentielle. Une nation qui mange de son sol décide de son avenir. Ce fut la phrase pivot, la ligne de crevasse entre dépendance et indépendance. Choisir la citrouille, ce n'était pas choisir la simplicité.
C'était choisir un modèle de résistance fondé sur la mémoire collective de villages comme Yako, Kaya ou Tenko, où les familles survivaient autrefois aux pires sécheresses grâce à ce légume oublié des marchés mondialisés. Le dilemme fut rapidement suivi par un autre. Fallait-il miser sur la modernité, entrepôts frigorifiés, silos métalliques, ou sur l'héritage ancestral, fosses d'argile, séchage en ombre, préservation naturelle? Traoré fit un choix audacieux, combiner les deux en un système hybride. Les ingénieurs construiraient les infrastructures, les villages transmettraient le savoir-faire. Mais ce tournant attira des regards méfiants. Certains observateurs occidentaux se demandaient pourquoi un pays enclavé investissait si vite dans une capacité de stockage accrue de 90%. Derrière les compliments diplomatiques, des rapports confidentiels parlaient déjà d'une autonomisation alimentaire préoccupante. Et c'est ici que surgit le micro-hook. Alors que les sceptiques se demandaient comment un tel programme pouvait être financé ou maintenu, une proposition inattendue arriva sur la table de Traoré. Une offre de coopération régionale qui n'avait encore jamais été rendue publique. Une offre capable de changer la trajectoire du projet, de le propulser au-delà des frontières et de transformer une politique nationale en un levier géopolitique. Reste à comprendre comment cette offre allait redessiner l'équilibre entier de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque les premiers chiffres du rapport sur la citrouille arrivèrent sur le bureau d'Ibrahim Traoré, il comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple note technique, mais d'un carrefour stratégique. Deux chemins s'ouvraient devant lui. Le premier, familier, consistait à accepter que le Burkina Faso reste accroché aux flux mondiaux, dépendre du blé venu de l'Atlantique, du riz qui traverse les ports, des aides d'urgence déclenchées à Washington ou à Bruxelles chaque fois qu'une crise de transport se déclarait. C'était la voie de la sécurité apparente, de la continuité, celle que répétèrent depuis des années les rapports institutionnels et que commentèrent sans fin les Burkina Faso News. Le second chemin, plus incertain, proposait autre chose. Construire une stabilité à partir du sol burkinabé lui-même, en assumant une stratégie centrée sur une ressource que les familles, comme celle d'Adama Sawadogo à Yako, avaient protégée pendant des générations, la citrouille, stockée sous l'argile, à l'ombre, loin des océans. Ce choix signifiait investir massivement, accepter les critiques, affronter les doutes. Mais il offrait quelque chose que l'autre voie ne donnerait jamais. La possibilité de traverser une tempête mondiale sans supplier pour des cargaisons. Traoré résuma ce dilemme en une phrase qui, plus tard, circulerait presque mot pour mot dans une Ibrahim Traoré interview. Un pays qui dépend du pain des autres obéit aux saisons des autres. À partir de là, la ligne se dessina. Il valida le principe d'une hausse de près de 90% de la capacité nationale de stockage de courges et exigea qu'elle repose sur un système hybride. Fosse traditionnelle dans les villages, entrepôts refroidis dans les chefs-lieux. Les ingénieurs apporteraient l'acier et le béton, les anciens apporterait de la mémoire des années de disette. Cette décision n'alla pas sans résistance. Certains partenaires étrangers s'inquiétèrent discrètement qu'un Burkina Faso plus autonome réduise l'espace d'influence classique. Des notes internes, jamais rendues publiques, évoquèrent même un précédent dangereux si d'autres pays sahéliens imitèrent le modèle. Mais chaque objection renforçait la conviction de Traoré qu'un pays qui sait nourrir son peuple ne négocie plus à genoux. Dans son entourage, quelques conseillers lui suggérèrent de ralentir, de réduire les ambitions, de laisser les marchés mondiaux respirer avant d'aller plus loin. Il refusa, persuadé que l'histoire ne prévient pas deux fois. Alors que les premiers chantiers commençaient à sortir de terre, un message discret arriva pourtant sur la table présidentielle, porteur d'une proposition régionale inattendue. Cette offre parlait de réserves partagées, de corridors sahéliens, d'un futur où le Burkina ne serait plus seulement protégé mais central. Et c'est là qu'apparut la bascule. Une offre assez ambitieuse pour étendre ce bouclier bien au-delà des frontières, assez risquée pour attirer de nouveaux adversaires. Une offre capable vraiment de tout changer. Dès lors, plus rien ne serait réversible. La première étape du projet commença sans tambour ni trompette. Une simple directive interne signée par Ibrahim Traoré, exigeant l'accélération de tous les travaux liés au stockage agricole. En moins d'une saison, les villages virent y surgir des fosses rénovées, des structures d'argile renforcées et dans certaines préfectures, les fondations des premiers entrepôts frigorifiés. Ce fut l'acte initial, discret, presque invisible, mais qui changea tout, car il imposa un rythme inédit. Les ingénieurs de l'État travaillèrent de nuit, les équipes rurales creusèrent jusqu'à l'aube, et chaque semaine voyait naître un nouveau stockage prêt à accueillir les récoltes. Pourtant, un murmure planait. Personne n'osait encore croire que le pays atteindrait réellement les 90% d'augmentation annoncée.
C'est ici que surgit le premier cliffhanger. Alors que les ouvriers s'activaient, un rapport confidentiel venait d'avertir que les ports atlantiques montraient déjà des signes de congestion, laissant craindre une nouvelle vague de pénurie. Traoré insista « Nous ne courons pas, nous devançons ». La seconde étape, elle, fut un choc ouvert, une confrontation directe entre l'ancien monde et le nouveau. À Washington, des sénateurs recevaient des briefings anxieux sur la fragilité des chaînes d'importation. Pendant ce temps, au Burkina Faso, des familles comme celle d'Adama Sawadogo à Yako commençaient à remplir les nouvelles fosses de courges, voyant leurs réserves durer plus longtemps que jamais. Les camions d'État sillonnaient les routes poussiéreuses, filmés par des habitants étonnés de cette mobilisation à grande échelle. C'est alors que survint le premier grand retournement. Le chaos dans les ports américains, les prix des céréales qui grimpent, les analystes cherchant des explications sur les plateaux télé, tandis que l'Afrique, habituellement décrite comme vulnérable, observait en silence. Au même moment, le ministère burkinabé publia son rapport. En 8 mois, la capacité nationale de stockage venait réellement d'augmenter de près de 90%. Aucun discours, aucun cérémonial, juste un chiffre brut. Et ce chiffre devint une onde de choc. Dans les capitales voisines, Bamako, Niamey, Accra, des réunions d'urgence s'organisèrent pour comprendre comment un pays enclavé venait soudain de devenir le nœud le plus stable d'Afrique de l'Ouest. Ce fut le cœur du premier grand climax, l'instant où les analystes occidentaux réalisèrent que le Burkina Faso, longtemps présenté comme fragile dans les Burkina Faso News, venait de se positionner au centre du jeu. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Car à peine ce chiffre publié, une image satellitaire diffusée par une plateforme européenne montra un maillage dense de réserves, une carte couleur orange brûlée couvrant le plateau central. Le monde vit non pas des entrepôts, mais un bouclier. Et derrière cette révélation se cachaient encore des documents internes, des notes stratégiques jamais révélées au public qui allaient donner à cette avancée une dimension géopolitique bien plus vaste. La troisième étape du parcours commença au moment précis où le reste du monde entra dans la zone de turbulence. À Washington, les réunions à huis clos se multipliaient. Des analystes alertaient sur les faiblesses structurelles américaines, dépendance aux composants d'engrais importés, retard dans les produits vétérinaires, fluctuations anormales des prix agricoles. Dans un mémorandum fuité, une phrase devint un avertissement. La stabilité alimentaire américaine dépend désormais de chaînes d'importation fragilisées. C'était un aveu que personne n'osait prononcer publiquement. Pendant que la première puissance mondiale redoutait sa vulnérabilité, le Burkina Faso, lui, consolidait son avancée. Dans les villages de Zignaré, Kaya, Tenkodogo, les fosses d'argile débordaient de courges et les entrepôts modernes commençaient à fonctionner en continu. Une dynamique presque irréelle prit forme. Stabilisation des prix dans les marchés, réduction des pertes, confiance nouvelle dans les communautés. Les gens disaient que la saison de la faim avait commencé à reculer. Mais c'est ici que surgit la véritable crise et la montée vers le climax. Lorsque la plateforme agricole européenne publia la fameuse carte satellite montrant les réserves burkinabè en orange profond, le monde découvrit ce qu'aucun communiqué n'avait encore révélé. Un pays enclavé avait bâti l'un des réseaux de stockage les plus denses du continent. Dans les capitales occidentales, ce n'était plus de la curiosité, c'était de l'inquiétude. À Bruxelles, des analystes parlèrent d'un réalignement silencieux dans le Sahel. À Washington, un nouveau briefing décrivit la stratégie burkinabé comme un firewall diplomatique, un pare-feu capable de réduire l'effet des pressions politiques basées sur les aides alimentaires. C'est à ce moment-là que le projet prit une dimension politique inattendue, la possibilité qu'une sécurité alimentaire locale devienne une souveraineté politique régionale. Le quatrième acte, lui, surgit d'un endroit inattendu. Une vidéo enregistrée par une agricultrice, Maïmouna Ouedraogo, près de Kaya. Debout devant une fosse fraîchement construite, tenant une courge lourde comme un enfant, elle déclara calmement « Si l'on coupe les routes maritimes, nous mangeons. Si l'on augmente les prix, nous mangeons. Si l'on nous menace, nous mangeons. » Sa voix traversa les réseaux sociaux francophones comme un coup de tonnerre. Ce que les diplomates formulaient en rapport, Maïmouna l'exprimait en vérité brute. Un peuple qui peut se nourrir n'a pas peur. Cette phrase transforma la perception régionale. Au Mali, une délégation demanda officiellement à visiter les installations burkinabées. Au Niger, on évoqua un corridor sahélien commun. Même le Ghana envisagea une coopération transfrontalière, un geste impensable 3 ans plus tôt. C'est alors qu'advint le climax majeur, l'idée qu'un simple légume, stocké avec une discipline nouvelle, pouvait redessiner les équilibres géopolitiques. Et derrière les réactions visibles, un autre mouvement se préparait, plus profond, plus stratégique, celui d'une Afrique prête à construire une souveraineté qui ne dépend plus des océans, mais de ses propres sols.
Lorsque la carte satellite fut diffusée, montrant le Burkina Faso couvert d'un réseau dense de réserves couleur orange brûlé, la réaction ne fut pas un simple commentaire, ce fut une onde. Dans les marchés de Ouagadougou, les femmes riaient en disant « Que le monde tremble, la courge ne tremble pas ». Dans les villages, les anciens expliquaient aux jeunes que ce que le pays faisait aujourd'hui, leurs ancêtres le faisaient déjà, mais à petite échelle, et que désormais, l'État avait enfin compris la sagesse du sol. Sur les réseaux sociaux francophones, l'enthousiasme prit la forme d'une fierté presque électrique. On partageait l'image satellite comme un trophée continental. À Bamako, des commentateurs déclarèrent que la souveraineté n'est plus une théorie, c'est une fausse plaine. À Accra et Niamey, les dirigeants demandèrent des missions techniques pour comprendre comment un pays enclavé avait dépassé les nations côtières en résilience alimentaire. En Europe, le ton se durcit. Des médias agricoles français parlaient d'un signal de basculement dans les équilibres commerciaux. Aux États-Unis, un think tank avertit que ce modèle pourrait inspirer une capacité africaine à résister aux pressions logistiques occidentales. Et au milieu de cette agitation mondiale, une phrase commença à être répétée dans les marchés comme dans les cercles politiques, le motif déjà évoqué plus tôt qui prenait maintenant une force nouvelle. La souveraineté ne naît pas dans le bruit, elle se construit en silence jusqu'au jour où personne ne peut l'ignorer. À l'échelle mondiale, l'essor du bouclier citrouille, du Burkina Faso, redessine silencieusement les rapports de force. Dans un contexte où les puissances craignent les ruptures logistiques, la capacité d'un pays sahélien à augmenter de 90% ses réserves transforme la citrouille en outil stratégique, un amortisseur de crise, un levier diplomatique et une preuve qu'une nation peut se protéger sans dépendre des routes maritimes. Les analystes internationaux y voient un précédent. Si un pays enclavé peut bâtir une telle résilience, qu'en serait-il d'un bloc ouest-africain coordonné couvrant plusieurs millions de kilomètres carrés ? Le pouvoir ne résiderait plus seulement dans les marchés mondiaux, mais dans la capacité à nourrir son peuple quand le monde vacille. Alors, assistons-nous à la naissance d'un nouvel ordre africain ?